Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, novembre 2012, novembre 2022, 10 ans que les rebelles du M23 sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Des crimes de guerre commis à grande échelle, y compris des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de force, des milliers de déplacés. Nous entendrons les habitants de Goma très inquiets à l'idée que les rebelles reviennent dans la ville. Pour en parler, nous retrouverons Alain Mukuralinda, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Son pays est régulièrement accusé de soutenir la rébellion du M23. Des poursuites judiciaires contre Alpha Condé, la junte au pouvoir en Guinée poursuit l'ancien président ainsi que 180 hauts cadres et anciens ministres pour des faits présumés de corruption. Nous irons sur place dans ce journal. Nous irons aussi au Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a été entendu au tribunal de Dakar ce jeudi dans une affaire de viol présumé. Une convocation sous haute tension avec un gros déploiement sécuritaire dans la capitale sénégalaise. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Depuis novembre 2012, les rebelles du M23 sévissent dans l'est de la RDC, la ville de Goma qui a été la première prise par les rebelles. Aujourd'hui, la même rébellion est à quelques dizaines de kilomètres de la grande capitale de l'est de la RDC qui, encore une fois, vit dans la crainte et l'incertitude. On les écoute. Nous sommes également préoccupés de voir qu'après 10 ans, nous revenons au cycle de départ avec les mêmes rebelles, les mêmes protagonistes. Pourtant, on était sûr qu'on avait l'espoir de vivre la paix durable. Mais hélas, nous demandons à nos autorités de pouvoir renforcer l'effectif des FARDC pour que l'option militaire puisse mettre fin à ces cycles de violence. S'il y a des négociations, ce n'est pas grave. Et sinon, qu'ils utilisent la force. L'essentiel pour nous est de retrouver la paix. Nous avons besoin de reprendre nos activités et que nos enfants grandissent enfin dans la paix et la sécurité. Vivant à l'est de la RDC est victime de multiples agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Sous la bénédiction de grandes puissances, essentiellement les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays, venons par la présente manifestation exprimer au monde entier notre ras-le-bol sur ce que nous qualifions d'injustice et de discrimination internationale contre les Congolais que nous sommes. Nous retrouvons Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Merci d'être avec nous sur France 24. Dites-nous, 10 ans que le M23 sème la terreur dans l'est de la RDC. Vous avez entendu ces habitants de Goma, la République démocratique du Congo, ainsi qu'un groupe d'experts des Nations Unies, ainsi que Human Rights Watch, vous accusent de soutenir le M23. Je vous le demande, votre pays, le Rwanda, est-il en guerre dans l'est de la RDC? Le Rwanda n'est pas en guerre dans l'est de la RDC. Comme vous venez de le dire, ça fait 10 ans. Mais c'est 10 ans où on a constaté, malheureusement, de la part du gouvernement congolais de la RDC, un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique pour exécuter à la lettre les décisions qui ont été prises lors des différents processus, de différentes négociations. Il y a eu des négociations en Afrique du Sud, il y a des négociations en Éthiopie. Dernièrement, il y a eu des processus de Nairobi et de Luanda, mais aucune action concrète du gouvernement congolais dans ce sens sur le terrain ne peut à ce jour être démontrée par ce dernier. Mais eux, ils demandent, Monsieur Mukuralinda, eux, ils demandent que vous cessiez votre soutien au M23. Que leur répondez-vous précisément sur cette question? Le Rwanda n'a pas besoin de soutenir le M23. Le M23 est composé par des Congolais. Même s'ils parlent Kinyarwanda, cela ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement être aidés par le Rwanda. Il y a eu une occasion qui a été, par exemple, que je qualifierais d'occasion ratée. Il y a 10 ans, ou en 2013, le M23 a été défait. Une partie est partie en Ouganda, une autre partie est partie au Rwanda. Et au Rwanda, ils ont été désarmés et placés au plus loin de la frontière. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, où le gouvernement congolais était en position de force, n'a pas voulu négocier avec sa propre population? Dernièrement, ils sont revenus d'Ouganda et qui se sont installés encore une fois en RDC. On a appris qu'il y a eu des négociations avec le gouvernement congolais. Il y a eu des résolutions
qui apparemment n'ont pas été appliquées puisque la guerre a repris. Alors, il ne vous a pas échappé qu'entre-temps, il y a eu un changement de régime, évidemment, au Congo et pas au Rwanda. Donc, c'est finalement, vous, j'ai envie de dire, vous êtes toujours les mêmes interlocuteurs à Kigali. Alors, dites-nous, condamnez-vous, par exemple, l'offensive du M23 dans le Rutshuru, là, depuis 2 semaines? Nous condamnons toute offensive faite par que ce soit par le M23 ou par d'autres groupes rebelles. N'oubliez pas qu'on parle de plus de 130 groupes rebelles dans l'est de la RDC. Tout groupe, tout mouvement militaire qui combat l'armée congolaise, qui maltraite la population. Nous voyons la population qui est en train de fuir. Nous voyons la population qui souffre depuis 10 ans. Tout cela est condamnable. Mais ce n'est pas une raison que le Rwanda soit toujours pris comme bouc émissaire par rapport aux échecs internes du gouvernement congolais. Aujourd'hui, dernièrement, le 25 du mois passé, on a vu le porte-parole du gouvernement congolais, cette fois-ci, prendre la communauté internationale à témoin pour dire que si dans la région il n'y a pas la paix, il n'y aura pas d'élection. Or, nous avons encore 12 à 15 mois pour qu'il y ait ces élections. Pourquoi, au lieu de mettre tous les efforts possibles à régler ce problème, on commence à nous parler de la non-tenue des élections? Alors qu'il y a 5 ans, il y a eu les élections et la région était toujours en ébullition. Que dire de l'état de siège qui a été déclaré il y a 1 an? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une amélioration ou il y a une détérioration? Tout cela pour dire que si ça ne marche pas, c'est à cause du Rwanda. Et j'ai même été étonné hier soir en écoutant son Excellence le ministre des Affaires étrangères imputer l'échec de la MONUSCO au fait que l'armée rwandaise est mieux équipée que l'armée onusienne. Aujourd'hui, c'est comme cela qu'on veut expliquer la faiblesse des résultats durant ces 22 ans de la MONUSCO. Je pense que il est temps que... Parlons justement de ça. On sait que les troupes kenyanes ont été envoyées dans l'Est pour aider justement l'armée congolaise. Un contingent rwandais sera positionné le long de la frontière avec la RDC. Mais vous ne ferez pas partie de ces troupes parce que la RDC a refusé, pour expliquer. Dites-nous justement quels vont être les contours de la mission de ces troupes rwandaises qui seront positionnées le long de la frontière de la RDC. Je dirais d'abord mieux vaut tard que jamais. Heureusement que là encore, comme je l'ai dit au début de ma réponse, on ne voyait pas concrètement les décisions être mises en pratique. C'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, on commence à constituer une force conjointe comme cela a été décidé il y a quelque temps en Nairobi. Et le Rwanda est prêt à donner l'aide qui lui sera demandée. L'armée congolaise, le gouvernement congolais ne veut pas que les troupes rwandaises fassent partie de cette armée conjointe. On est d'accord, on prend acte. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Le plus important pour le Rwanda est que cette armée soit mise sur pied et qu'il puisse ramener la paix telle que le Rwanda l'a toujours voulu. Parce qu'un Congo, l'Est du Congo qui est stable, ça a un intérêt énorme pour tous les pays limitrophes de ce grand pays. Et alors, dites-nous, est-ce que l'expulsion de votre ambassadeur de Kinshasa, est-ce que ça signe ou ça marque la fin de la voie diplomatique ou est-ce qu'il y a encore une chance pour la voie diplomatique? Il y aura toujours une chance pour la voie diplomatique. Comme on l'a toujours dit, comme le gouvernement rwandais l'a toujours dit, l'escalade, c'est de la part du gouvernement congolais, ce n'est pas de la part du gouvernement rwandais. Prendre des décisions que je qualifierais de spectaculaires, qui ne résorbent rien sur le terrain, ne sert à rien. Si le Rwanda avait voulu aussi aller en escalade, il aurait fait et il aurait pris la même décision. Vous l'avez vu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, le fait que l'ambassadeur soit expulsé, ce n'est pas une bonne chose, mais heureusement, les 2 ambassades ne sont pas fermées, donc les canaux de communication sont toujours là. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a aussi l'émissaire du président de... Absolument, l'officier de liaison angolais. Qu'attendez-vous de lui précisément? Qu'il fasse son travail,
parce que le Rwanda est prêt à aider, est prêt à donner toutes les informations utiles et nécessaires pour que ce problème soit résolu une fois pour toutes. Parce que je pense que tout le monde a déjà constaté que 10 ans de guerre n'ont servi à rien, n'ont rien résolu. Maintenant, il faut que les gens se calment, qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils discutent. C'est par la voie pacifique, c'est par la voie des discussions qu'on va résoudre ce problème et non pas par des attaques, et non pas par des insinuations, des invectives ou la guerre. Très bien. Merci beaucoup, Alain Mukuralinda. Vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Merci d'être venu dans ce journal de l'Afrique sur France 24. Oui, madame. On passe à la Guinée où les militaires au pouvoir ont décidé d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre d'Alpha Condé, l'ancien président renversé par un coup d'État en 2021, ainsi que plus de 180 hauts cadres et anciens ministres sont accusés notamment de faits présumés de corruption. Notre correspondant en Guinée, Malik Diakité, nous en dit plus. Ils sont tous poursuivis pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité. Dans ce document signé par le ministre de la Justice, Charles-Alphonse White, le président déchu Alpha Condé et 187 autres anciens cadres de son régime devront faire face à la justice. Parmi eux, certains sont déjà en prison, notamment l'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale. Le même document indique que les comptes bancaires sont gelés. Ce n'est pas la première fois que des poursuites sont engagées par les militaires au pouvoir contre l'ancien président Alpha Condé. En mai dernier, il avait été mis en cause pour des faits présumés, notamment d'assassinat, actes de torture, enlèvement et viol. Suite à des plaintes du Front national pour la défense de la Constitution, une coalition qui s'était fortement opposé à son troisième mandat. Pour rappel, l'ancien président guinéen Alpha Condé est en Turquie depuis mai dernier pour des raisons médicales. On passe au Sénégal où ce jeudi marque le retour au tribunal d'Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais était entendu dans une affaire de viol présumé, une convocation sous haute tension avec un gros déploiement des forces de l'ordre dans la capitale sénégalaise pour parer à d'éventuels débordements. L'opposant a pu être auditionné et est rentré chez lui en milieu d'après-midi. Correspondance à Dakar de Sarah Sako. Ousmane Sonko est arrivé au tribunal un peu avant midi, en heure locale. Il a fait une entrée très discrète. Les journalistes qui l'attendaient nombreux devant le palais de justice n'ont d'ailleurs pu l'apercevoir. Les entrées sont complètement bouclées autour de ce tribunal. Il faut montrer patte blanche pour s'en approcher. Et de manière générale, les forces de l'ordre sont massivement déployées aux axes stratégiques de la ville, mais également autour du domicile de l'opposant. C'est donc la première audition sur le fond d'Ousmane Sonko depuis le début de cette affaire, depuis près de 2 ans, donc dans cette affaire qu'il oppose à Adji Sarr, une jeune femme qu'il accuse de viol répété et de menaces de mort. L'audition s'est bien déroulée selon l'opposant qui a posté donc quelques mots à sa sortie de l'audition sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter son avocat. C'est très bien comporté et a excellemment répondu aux questions qui lui ont été posées. Mais vous me direz, qu'a-t-il dit? Je ne peux et je ne saurais vous le dire. Et pourquoi? Je suis tenu par le secret de l'instruction. Il est d'un calme olympien, il est d'une sérénité déconcertante, mais il reste confiant et a toujours dit que c'est un complot savamment orchestré par qui vous savez. Et le coup a avorté et le complot a été éventré. La veille de cette convocation, Ousmane Sonko avait appelé ses partisans au calme, les invitant à ne pas l'accompagner au tribunal. De son côté, la majorité au pouvoir a tenu un point presse pour appeler l'État à prendre ses responsabilités pour que les Sénégalais puissent vaquer ce jeudi à leurs occupations. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ceux de Kinshasa à Kigali en passant par Goma. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.